Oui, Herman, bonsoir. Oui, bonsoir. Herman, vous êtes le président de l'association des réfugiés ivoiriens au Ghana, c'est bien ça? Oh, pas association, mais je suis le président du conseil des réfugiés ivoiriens vivant dans le camp d'Ampin, c'est au Ghana. Alors, environ combien de réfugiés y a-t-il environ? Oh, selon réfugiés ivoiriens. le dernier exercice de vérification, nous tournons autour de 3500, 4000 personnes. Aujourd'hui dans le camp d'Ampin. Et en 2011, combien de réfugiés y avait-il au départ? Environ 7000, 7500. Ça veut dire que le nombre de réfugiés a été réduit? Oui, le nombre de réfugiés forcément a chuté. Le nombre de réfugiés a chuté. Pour quelles raisons? Oh, les raisons sont multiples. Hein. D'abord, quand il y a une crise quelque part, comme ça a été dans notre cas, la guerre en Côte d'Ivoire, certaines personnes fuyaient pour d'abord sauver leur tête, pour sauver leur vie. Il y en a aussi qui ont fui parce que leur vie était menacée. C'est-à-dire des gens qui étaient visés systématiquement, des gens qu'on voulait éliminer. Et donc, avec le temps, pour ceux qui sont sortis du pays parce qu'ils voulaient sauver leur vie, parce qu'ils fuyaient les balles perdues, oui, c'est normal qu'à un certain moment, quand il y a accalmie, c'est tout naturellement que ces gens sont rentrés. D'accord. Donc, ça veut dire que ces personnes ne se sentaient plus menacées? Oh, oui. Je dirais oui et non à la fois. Je dis, j'ai catégorisé, d'accord? Il y a des personnes qui ne pouvaient pas rester en Côte d'Ivoire parce qu'ils sont ou ils sont d'un bord qui venaient de perdre le pouvoir, et il y a cette autre catégorie ou une autre catégorie qui fuyait tout juste parce que elle avait peur de prendre des balles perdues. Okay. On est tous d'accord qu'aujourd'hui, en 2019, les balles ne pleuvent plus en Côte d'Ivoire comme c'était le cas en 2011. Donc c'est tout naturellement que ceux qui ont fui parce qu'ils avaient peur de prendre des balles perdues, oui. C'est tout naturellement que quand il y a accalmie, c'est tout naturellement que ces gens-là sont retournés. Mais il y a cette grande majorité qui est encore là. Pourquoi? Parce que c'est que cette majorité a déploré hier en Côte d'Ivoire et déplore aujourd'hui, n'est pas encore réglé. N'est pas encore réglé. À savoir l'expropriation, par exemple. Oui. Pour moi, par exemple, moi je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire, je suis ouest. Nos parents qui ont été expropriés de leurs terres, moi-même qui parle devant vous, expropriés de mes terres, jusque-là, ces terres ne sont pas restituées. Comment voulez-vous que nous retournions? Expropriés, quand vous parlez d'expropriation, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui s'empare des terres, ou ce sont des étrangers? Oh, nous connaissons l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'histoire est récente. Elle est même encore en train de s'écrire. Vous et moi savons qui occupe nos terres en Côte d'Ivoire. C'est naturellement les étrangers qui sont venus. Ceux qui sont venus nous faire la guerre. Ils sont venus nous faire la guerre et ils ont réussi leur sale besogne. C'est tout naturellement que pour sauver nos vies, nous sommes partis sous d'autres cieux. Et eux se sont installés comme des maîtres aujourd'hui. Voilà. Et donc à ces gens, on ne peut rien discuter. Parce qu'ils sont tout maîtres. Ils sont toujours armés. Ils sont toujours armés. Nous avons les informations qui nous parviennent parce que nous avons des contacts chez nous au pays. C'est notre pays. Nous avons des contacts. Donc, les gens sont toujours armés. Les gens meurent. On tue les gens toujours à la machette dans des villages. Et donc, les conditions que nous avons déplorées ne sont pas encore résolues. Voilà. C'est du moins les problèmes que nous fuyons ne sont pas encore résolus. Et par-dessus tout, il faut dire aussi qu'il y a des gens jusqu'au jour d'aujourd'hui qui, injustement, sont encore en prison. Vous convenez avec moi que tous ceux qui sont, comme on appelle, des militaires, sont encore en prison. Et ces militaires qui sont en prison, ils ont leurs parents ici. Figurez-vous, monsieur,
vous avez votre parent qui est militaire, votre papa par exemple qui est militaire, mais qui a été emprisonné suite à la crise. Vous avez réussi à vous échapper. Vous retournez comment quand papa n'est pas libéré? Quand maman ne vit plus, vous retournez comment? Vous ne pouvez pas retourner. Parce que c'est tout naturellement que vous ne serez pas en sécurité. Voilà. Et mis à part les militaires, il y a encore jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans les geôles ivoiriennes, il y a jusqu'au jour d'aujourd'hui des civils qui croupissent en prison. Il ne passe pas un jour qu'on ne se plaigne que tel ou tel a été tué à la machette, ou tel commissariat, ou tel, comme on appelle, gendarmerie, a été braqué, ça et là. Et donc, ce que nous déplorons en Côte d'Ivoire n'est pas encore réglé. Et à côté de ça, il faut aussi dire que les gens qui sont dans les camps des réfugiés, ceux qui ont tout perdu, ils n'ont plus de repères. Ils n'ont plus de repères. Donc, mis à part le volet sécuritaire, il y a que les gens ont tout perdu. Quand tu rentres en Côte d'Ivoire, 8 ans après que tu sois sorti, comment on appelle, tu en sois sorti, tu rentres comment? Quand tu rentres, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Donc voici autant de préoccupations, autant d'inquiétudes que les gens ont. D'abord, ils craignent pour leur sécurité et ils ne sont pas à même de rentrer en possession de ce qui leur a été pris injustement. Par les combattants? Oui, par les rebelles, par la clique de Ouattara, bien sûr. Par la clique de Ouattara. Ce n'est un secret pour personne que, comme on appelle, ceux qui ont fait la guerre en Côte d'Ivoire, ceux qui ont tué les Ivoiriens injustement, c'est des gens qui ont été armés, entraînés par Ouattara et ses spies. Ça, c'est de notoriété publique. Voilà. Donc, je pense que c'est des questions qu'on pose pour, comment on appelle, pour se rafraîchir, sinon, pour se rafraîchir les idées, sinon, c'est des choses qui sont connues. Voilà. Alors, vous êtes là depuis 2011. Oui. Exactement. Quelles sont vos conditions de vie depuis le début? Est-ce qu'elles s'améliorent? Est-ce que des actions sont posées en faveur de votre cadre de vie, de l'amélioration de vos conditions de vie? Ok, je voudrais d'abord, avant d'arriver à l'amélioration de nos conditions de vie ou pas, je voudrais tout d'abord dire merci à l'État ghanéen. Merci à l'État ghanéen, merci au peuple ghanéen qui nous a reçus sur son sol. Parce que si je parle aujourd'hui, c'est parce que le Ghana a accepté que je vienne dans son, comme on appelle, sur son sol. Voilà, donc je voudrais dire merci à l'État du Ghana et au peuple du Ghana tout entier. Après ça, il faut dire que quand nous sommes arrivés ici en 2011, là où nous sommes aujourd'hui, là où est installé le camp, c'était une cocoterie. C'était une cocoterie. C'est devant nous autres que les caterpillars ont dégagé les cocotiers et ils nous ont installé des tentes. Ils nous ont installé des tentes. Vous avez fait le tour du camp. Vous avez vu les tentes. C'est vrai, il y a quelques constructions en briques qui sont dans le camp. Mais la majeure partie des réfugiés vit encore sous les tentes. Vit encore sous les tentes et ce n'est pas chose aisée. Ce n'est pas chose aisée. Parce que ces tentes sont faites de, comme on appelle, de bâches en plastique. Et donc, ça ne va pas, bien sûr, sans inconvénient, ou ça ne va pas sans dégrader la santé de l'individu qui l'habite. Voilà. Maintenant, s'agissant des organisations, il faut dire que quand nous sommes arrivés, le camp il a été ouvert en mars 2011. Quand nous sommes arrivés à partir du mois d'avril, vers la fin avril, début mai, le HCR, par l'intermédiaire du PAM, nous donnait de la nourriture. On nous donnait par individu 12 kilos de riz, 12 kilos et demi de riz par mois. C'est par individu, comme je l'ai dit. Un peu d'huile, un peu de sel, un peu de haricots et puis un peu de soja. Mais depuis 2015, toute ration, toute distribution alimentaire est arrêtée. Et donc, les réfugiés que nous sommes, nous vivons de débrouillardise. Nous vivons de débrouillardise. Nous autres qui sommes encore plus valides, nous parcourons les chantiers de construction au Ghana pour être des aides-maçons
afin d'avoir quelque chose à manger. Pour dire que la vie ici n'est pas rose. La vie n'est pas rose. C'est dans des conditions vraiment très difficiles que nous vivons. Après les 8 ans, il n'y a pas véritablement d'amélioration. Voilà. Et depuis que le ICR nous a lâchés, quand je parle de lâcher, je parle du plan alimentaire, c'est pas facile. Nous vivons ici avec des personnes âgées, nous vivons avec des veuves, des orphelins. C'est les bras valides. Quand ils sortent, quelqu'un a pu avoir 10 et 10, il ne garde pas ça pour lui seul, il partage avec les autres. En tout cas, avec les plus nécessiteux. Quand je parle des plus nécessiteux, comprenez les veuves, les orphelins. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas nécessiteux. Mais vous allez convenir avec moi que une veuve, un orphelin ou une personne du 3e âge n'a plus la même vigueur qu'un monsieur comme Kouerman que je suis. Voilà. Et donc, c'est l'entraide qui prévaut au camp. Voilà. Quelle réponse le HCR vous a-t-elle donnée? Réponse par rapport à la suspension de son aide alimentaire. Oh, pas réponse, mais la raison que le ICR a donnée. La raison que le ICR a donnée, oui, qui nous semble, ou du moins ce qui pour nous n'est pas juste, n'est pas fondé, c'est que il y a beaucoup de crises dans le monde. Il y a beaucoup de crises dans le monde. Mais nous sommes, vous convenez avec moi qu'il y a des pays, il y a des gens qui ont été réfugiés ou qui sont réfugiés, que le ICR, à qui le ICR a donné la nourriture sur 7 ans, sur 8 ans, sur 9 ans, sur 10 ans. Voilà. L'exemple des réfugiés libériens en Côte d'Ivoire peut étayer ce que je suis en train de dire. Mais nous sommes arrivés ici en 2011, en septembre 2015, la ration alimentaire a été coupée. Sous prétexte que il y a beaucoup plus de crises à travers le monde et que le pays de la Côte d'Ivoire était désormais pacifié, nous pouvions retourner. Tout de go, c'est ce qu'on nous a dit. Ce que nous avons trouvé injuste. C'est pourquoi nous nous sentons, nous autres réfugiés ivoiriens, nous nous sentons marginalisés. Nous nous sentons marginalisés. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a cette discrimination entre les réfugiés? Est-ce que nous ne sommes pas réfugiés au même titre que les Syriens? Nous ne sommes pas réfugiés au même titre que les Centrafricains? Ou encore les Vénézuéliens dont la crise a commencé seulement hier? Je pense que nous sommes réfugiés au même titre que ces personnes-là. Mais malheureusement, il y a une discrimination qui ne dit pas son nom à notre égard. Il y a une marginalisation. Et ce n'est pas fait pour faciliter la vie des réfugiés que nous, que nous sommes. D'accord. Monsieur Kouerman, oui. Quelles sont vos actions actuelles pour résoudre ces problèmes que vous avez énumérés? Bien. Nous, en tant que conseil, en tant que leader des réfugiés ici, nous essayons à notre niveau de trouver de bonnes volontés. Et je voudrais saisir votre micro pour lancer cet appel aux organisations non gouvernementales, aux églises, pour dire que ici, à Ampin, au Ghana particulièrement, mais au Ghana en général, nous sommes un peu plus de 10 000 réfugiés ivoiriens, livrés à nous-mêmes, parce qu'il n'y a plus aucune assistance du ICR. Et c'est vraiment péniblement que nous arrivons à nous assurer ne serait-ce qu'un repas tous les 2 jours. Ce n'est pas fait pour aider. Et donc, j'en appelle aux organisations non gouvernementales. J'en appelle aux hommes religieux de penser aux réfugiés que nous sommes, aux réfugiés ivoiriens que nous sommes. Contrairement à ce que certaines personnes pourraient dire, la vie ici n'est pas rose. La vie ici n'est pas rose. Et contrairement à ce que les gens peuvent dire, ou les gens disent à travers certains médias, surtout les médias ivoiriens, contrairement à ce que les gens disent,
il y a toujours des réfugiés ivoiriens au Ghana. Et nous sommes nombreux. Le nombre de réfugiés ivoiriens qui est rentré n'est rien comparativement au nombre de réfugiés qui se trouvent toujours au Ghana. Ceux qui sont rentrés en Côte d'Ivoire à partir du Ghana, vous pouvez les compter. Je doute fort que ces gens atteignent 1000. Mais ici, nous sommes près de 10 000 personnes. Mais sur les médias, comment on appelle, dans les médias ivoiriens, on nous dit qu'il n'y a plus de réfugiés ivoiriens au Ghana. Mais chaque mois, ils organisent, comment on appelle, des voyages de départ volontaire ou de rapatriement volontaire. Je voudrais dire que nous sommes là, les plus classiques que nous sommes là. Ceux qui ont tout perdu véritablement, nous sommes là. Ceux dont la vie est toujours en danger en Côte d'Ivoire, nous sommes là. Et nous ne sommes pas moins de 10 000 au Ghana. Voilà. Oui, Herman, merci. Bonne soirée. Merci à vous. Et j'ose croire que ce que je viens de dire ne tombera pas dans des oreilles de sourds et aura un écho favorable auprès des bonnes volontés. Merci bien.